Donc, bonjour à tous. Donc, déjà, merci aux organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de présenter mon travail lors de ce colloque. Je m'appelle Manon Collard et je suis actuellement en ingénieur d'études en fait, au laboratoire d'INAFOR, qui est un laboratoire INRAE. Et donc là, je vais vous présenter le travail que j'ai réalisé en fait, pendant mon stage de M2 dans le cadre de ma formation d'ingénieur agronome. Et donc, c'est un stage que j'ai réalisé à l'UMR d'INAFOR, donc pour info, qui se trouve à Toulouse, en France. Et un stage qui a été encadré par David Chirenne, Olivier Martin et Nicolas Mélado. Donc, dites-moi quand est-ce que je peux commencer. Vous pouvez y aller. Ok. Alors, hop. Donc, déjà, pour commencer, on va remettre un petit peu de contexte. Donc, on peut se demander quels sont les moyens d'estimer la biodiversité forestière. Donc, on dispose pour estimer cette biodiversité d'abord de méthodes directes qui consistent à évaluer donc directement les taxons sur le terrain. Et on dispose aussi de méthodes indirectes qui visent à estimer la biodiversité à travers d'autres facteurs qui l'influencent et qui, eux, sont plus accessibles, ces facteurs sont plus accessibles à des non-connaisseurs. Et en forêt, c'est notamment la structure et la composition du peuplement qui vont impacter la biodiversité, puisqu'elle constitue le support de celle-ci. Et donc, généralement, une complexité structurelle élevée va être associée à une diversité de niches écologiques élevée. Et il est donc particulièrement pertinent de prendre en compte la structure du peuplement lors de l'évaluation de la biodiversité. Et donc, en particulier, dans ce contexte, on a l'IBP, qui est un indicateur, enfin un exemple d'évaluation indirecte de la biodiversité, qui va intégrer la structure du peuplement. Donc, l'IBP, c'est un indicateur du Centre national de la propriété forestière français. C'est un indicateur donc, qui a l'avantage d'intégrer la prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière. Et il a aussi l'avantage de pouvoir être estimé assez rapidement et facilement lors de visites de routine sur le terrain. Donc, ce qui fait qu'il est largement utilisé par les gestionnaires forestiers français. Et on l'utilise par exemple pour fournir des préconisations de gestion. Donc, c'est un indicateur qui intègre 10 facteurs, dont 7 liés à la gestion forestière, comme par exemple donc, le bois mort ou les très gros bois vivants, et 3 facteurs liés au contexte temporel et environnemental du peuplement, avec par exemple la présence des milieux aquatiques et rocheux. Donc, c'est donc un indicateur qui est évalué sur le terrain. Donc ici, on peut voir à quoi ressemble une fiche de relevé. Donc, on va noter en fait pour chaque facteur un relevé, c'est-à-dire par exemple le nombre de bois morts, nombre de bois morts au sol. Et ensuite, on va calculer un score sur 5 pour chaque facteur, selon des critères établis sur les relevés et des seuils. Et ensuite, on va pouvoir agréger ces scores en un score d'IBP gestion sur 35, un score d'IBP contexte sur 15 et enfin un score d'IBP total sur 50. Et nous, dans cette étude, on s'est surtout axé en fait, sur le score d'IBP gestion. Et donc, comme tout indicateur basé sur des relevés de terrain, donc l'IBP, c'est, l'évaluation à large échelle de l'IBP va être coûteuse en temps et en argent, et en plus d'être limitée dans les zones qui sont difficiles d'accès, notamment en montagne. Donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à la question de sa modélisation à large échelle. Et dans ce contexte, donc le fait que la plupart des facteurs de l'IBP soient liés à la structure verticale du peuplement va constituer une opportunité, puisque le LIDAR serait parfaitement adapté à décrire cette structure. Et donc la question c'est, est-ce qu'on peut prédire l'IBP par LIDAR et aussi donc, la disponibilité à l'échelle française des données LIDAR aériennes d'ici 2026 avec le programme LIDAR HD de l'IGN, qui pourrait constituer une opportunité de passage à large échelle pour cet indicateur. Donc, on s'est demandé dans un premier temps comment caractériser l'IBP par données de télédétection. Pour ça, on a regardé l'état de l'art. Donc, pour notre type de problématique, on a la méthodologie qui est souvent abordée et est la suivante. C'est on part de données LIDAR éventuellement enrichies d'autres données de télédétection. On dérive des descripteurs des traits morphologiques de l'écosystème à partir de ces données, c'est-à-dire des descripteurs de la hauteur, de la couverture et de l'hétérogénéité structurelle. Et ensuite, on va prédire, modéliser des caractéristiques de l'écosystème
comme la distribution des espèces ou le type de canopée, à partir de ces descripteurs. Donc ça soulève plusieurs problématiques dans notre cas. Déjà, ça soulevait la question des données à utiliser pour rendre la méthodologie déployable à large échelle, et aussi la question des descripteurs à utiliser, sachant qu'on dispose d'une grande variété d'indices disponibles, mais qu'il n'y a pas de consensus général sur lesquels utiliser. Et donc, je vais vous présenter un peu la démarche qu'on a abordée lors de cette étude pour répondre à ces questions. Donc, dans un premier temps, on a rassemblé des relevés IBP de référence, donc pour disposer de vérités terrain. C'est des relevés qui ont été réalisés en placettes forestières de 1 hectare, donc dans le cadre de différents projets. Et c'est des relevés qui sont répartis dans l'ensemble du territoire français. Et on a principalement des données en fait, qui sont localisées dans les Pyrénées, du fait des projets qu'on a mobilisés. Ce qui fait qu'on a un jeu de données assez géographiquement biaisé. Et ça va se traduire sur la répartition des scores d'IBP gestion du dataset. Il faut voir qu'on a une forte représentation des placettes à fort IBP, puisque les placettes dans les Pyrénées en fait, ont souvent de forts scores, puisqu'il s'agit souvent de vieilles forêts. Ce qui va ajouter une problématique, notamment pour la modélisation, puisqu'on a un jeu déséquilibré, donc on a géré ça en attribuant des poids au modèle, par exemple. Et on a aussi des données qui sont assez dispersées dans le temps, avec des relevés répartis entre 2008 et 2024, alors que la campagne LIDAR HD, elle, a eu lieu après 2020, ce qui a posé une problématique de lag entre les relevés terrain et les acquisitions LIDAR. Donc, pour parler des différentes données de télédétection qu'on a mobilisées pendant ce stage, donc déjà, on a les données LIDAR qui vont apporter une information structurelle. Donc, on a exploité les données LIDAR HD, que j'ai déjà cité, de l'IGN, qui sont disponibles France entière, pas encore, mais qui vont l'être bientôt. Et ensuite, on a complété cette information structurelle par d'autres sources de données en 2D, principalement satellitaires, donc qui, elles aussi, sont dispo France entière. Donc, on a utilisé le modèle numérique de terrain RGE-ALTI pour apporter une information topographique. On a utilisé l'ABD Ortho pour son information spectrale. Et on a aussi ajouté la donnée de la biomasse forestière de Liu et al. Et les DHI, donc Dynamic Habitat Indices, qui sont calculés à partir de séries temporelles d'images Sentinel-2, et qui va pouvoir en fait, prendre en compte la phénologie. Et donc, ensuite, on a dû identifier donc, dans la littérature des descripteurs issus de ces données. Et donc, dans un premier temps, si on s'intéresse à la structure, on peut voir qu'on utilise habituellement 3 axes que j'avais cités dans l'état de l'art, qui sont la hauteur, la couverture et l'hétérogénéité ou complexité verticale. Donc, on a déjà sélectionné des métriques structurelles dérivées de données LIDAR selon ces 3 axes. Donc, ici, on peut voir un extrait des métriques qu'on a sélectionnées. Donc, on a avec les métriques structurelles, donc ici. Et en plus, des métriques complémentaires issues des autres données de télédétection, c'est-à-dire des statistiques de biomasse, NDVI, DHI et topographie. Donc, pour le choix des métriques, on a formulé en fait des hypothèses quant à la capacité des métriques à caractériser un ou plusieurs facteurs de l'IBP gestion. Donc, les facteurs qu'on cherche à caractériser, c'est notamment les facteurs structure verticale, gros bois vivant ou ouverture du milieu. Et donc, c'est des métriques qui vont être calculables à l'échelle de la placette, c'est-à-dire 1 hectare, pour correspondre à la méthodologie de l'IBP, qui est un indicateur en fait, qui tend à caractériser l'ambiance du peuplement. Et donc, c'est principalement des métriques qui résument le nuage de points. Et donc, voilà, on a isolé beaucoup de métriques, mais on peut en citer quelques-unes. Donc, déjà, des descripteurs classiques de hauteur, comme les statistiques en fait, sur la hauteur, max, CV, kurtosis et les percentiles. Ensuite, on a dérivé des métriques de variabilité verticale, comme par exemple des métriques calculées sur le profil de PAD. Donc, c'est des métriques qui vont
donc, oui, caractériser la variabilité verticale ou horizontale de PAD. Et pour la couverture, donc on a estimé en fait directement le pourcentage de couverture de canopée, par exemple en tout cas. Et donc à ça, on a ajouté les métriques complémentaires que j'ai citées tout à l'heure, donc les métriques liées au NDVI, à la pente, etc. Donc pour calculer ces métriques, il a fallu développer une chaîne de traitement que je vais présenter assez rapidement. Donc c'est une chaîne qu'on a automatisée en Python. Donc voilà, on part des données vecteurs de nos placettes. On va découper les données LIDAR HD correspondantes. Puis on va ensuite pré-traiter les données, c'est-à-dire qu'on va éliminer les outliers avec un sort. On va enlever les points qui sont classés hors sol et hors végétation. Et on va normaliser le nuage de points également. Et ensuite, on voxelise le nuage de points sous forme de voxel de 50 cm de haut et de 10 mètres de large pour pouvoir notamment créer le profil de PAD. Et donc, à partir de soit le nuage de points entier, soit le nuage de points voxelisé, on va pouvoir calculer les métriques qu'on avait précédemment identifiées. Et on va également dériver les métriques des données complémentaires qui permettent d'obtenir au final les placettes, donc nos placettes enrichies des données de télédétection, enfin des métriques de télédétection, et que l'on va pouvoir intégrer dans les étapes d'analyse et dans la classification. Donc déjà en tant que démarche exploratoire, on s'est intéressé aux corrélations. Donc on a calculé les coefficients ρ de Spearman entre toutes les métriques et les facteurs de l'IBP gestion. Et on a regardé les corrélations entre chaque facteur et chaque métrique. Et, voilà. Et ensuite, donc, concernant la modélisation, on s'est principalement focalisé sur les tâches suivantes, qui est la classification de l'IBP gestion discrétisée en 3 ou 4 classes, donc selon les seuils qui sont présentés ici. Et aussi, on a fait donc une régression du score d'IBP gestion. Donc, pour le type de modèle utilisé, on s'est d'abord intéressé à l'arbre de décision pour sa forte intelligibilité. Et donc, l'intérêt des arbres de décision, c'est qu'on peut voir directement quelles métriques il utilise comme critères et quelles métriques ressortent le plus, ou sont discriminantes en tout cas pour classer l'IBP. Et dans une optique d'avoir de meilleures performances prédictives, on s'est aussi intéressé aux SVM, qui eux sont moins intelligibles que les arbres de décision. Donc, pour entraîner les modèles, on a suivi un pipeline de machine learning classique. Donc, déjà, le modèle final est un modèle qui est entraîné sur toutes les données, mais évidemment, ça ne permet pas de connaître les performances du modèle. Donc, on a d'autre part séparé le jeu en un jeu d'entraînement et un jeu de test. On a réalisé la sélection des features, l'optimisation des hyperparamètres et l'entraînement du modèle sur le jeu d'entraînement. Donc, on avait un jeu d'entraînement d'environ 1300 placettes avec les métriques associées sur un jeu total de 1440 placettes. Et comme on avait un jeu déséquilibré, comme je l'ai dit avant, avec peu d'échantillons pour les valeurs d'IBP faibles, on a attribué des poids en fait, au modèle selon les fréquences relatives des classes. Et ensuite, on a calculé donc, les scores sur le jeu test, ce qui fait qu'au final, en fait, on obtient le modèle prédictif et les scores qui sont associés, c'est-à-dire sa performance prédictive attendue. Et donc ensuite, on a utilisé ces modèles prédictifs pour réaliser un cas d'application à large échelle sur les forêts du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Et donc pour ça, on a subdivisé cette zone sous la forme d'une grille de résolution de 100 mètres pour avoir des pixels de 1 hectare, ce qui est l'échelle de mesure de l'IBP. Et on a calculé les métriques LIDAR et optiques sur chaque cellule, puis on a donné ces métriques en entrée du modèle pour la prédiction. Donc maintenant, on peut s'intéresser à nos résultats. Donc déjà, on a pu constater qu'il y avait des corrélations assez pertinentes entre les métriques et le facteur de l'IBP, avec par exemple une forte corrélation négative entre les milieux ouverts, enfin le facteur milieu ouvert et la couverture de canopée, une forte corrélation positive entre le PAI et le nombre de strates de végétation et de très gros bois vivants.
ainsi qu'avec l'IBP gestion lui-même. Et on a aussi constaté de fortes corrélations entre les variables hors lidar et les facteurs de l'IBP, donc les variables hors lidar comme l'attitude et la biomasse ici, donc, ce qui est assez encourageant dans l'optique d'utiliser des métriques lidar plus des métriques complémentaires pour la modélisation. Et donc on a regardé toutes les modélisations, toutes les corrélations, pardon, mais je ne vais pas tout détailler ici. Et maintenant on peut regarder donc, les scores des modèles de classification. Donc là c'est en termes de F1 score et de ROC AUC. Donc on peut voir les scores pour ici pour la classification à 3 ou 4 classes avec le SVM ou les arbres de décision. Et on avait testé aussi d'autres tâches de classification, mais que je ne vais pas détailler. Donc on a pu voir que déjà les scores étaient meilleurs pour les SVM que pour les arbres de décision, ce qui était assez attendu. Mais on a des scores qui sont généralement assez moyens, avec quand même un modèle qui sort du lot et qui est le classificateur d'IBP en 3 classes, SVM. Et donc c'est ce modèle qu'on a choisi pour réaliser la prédiction à large échelle. Et pour le régresseur, on a obtenu un R carré d'environ 0,5 et un RMSE d'environ 5, ce qui signifie que le modèle peut estimer l'IBP à 5 points près. Donc, on a considéré que c'était des performances assez satisfaisantes, en fait, d'après ce qu'on a vu dans la littérature, en considérant le fait que, non pas un écart d'1 point, mais un écart de 5 points d'IBP impactait significativement la biodiversité. Donc, en regardant l'importance des features dans la construction des modèles, rapidement, en termes de F statistiques, on a pu constater que la métrique la plus importante était le ENL, ou Effective Number of Layers, suivi des descripteurs de hauteur. Mais aussi, on a une importance assez satisfaisante de l'altitude et de la biomasse. Donc, ce qui montre que c'était assez intéressant, encore une fois, d'avoir une complémentarité LIDAR et avec les autres sources. Donc, voilà, on peut regarder le résultat de la spatialisation. Ici, c'est celle effectuée par le régresseur SVM. On a constaté qu'on avait une répartition des scores d'IBP en gradient, ce qui est assez logique et rassurant sur les capacités du modèle. Et les valeurs étaient assez cohérentes aussi par rapport à leur localisation, donc avec de faibles valeurs prédites en fond de vallée et des valeurs plus élevées en altitude. Et oui, c'est des valeurs qui sont assez proches des relevés de terrain, en tout cas pour les zones dont on dispose des relevés de terrain. Et on a accompagné ces indices, cette prédiction d'une information quant à la fiabilité, c'est-à-dire de présence dans le domaine du validité des modèles prédictifs ou non. Donc pour ça, on a utilisé les Novelty Index pour déterminer donc l'extrapolation. Et on a vu que 80% des zones qu'on avait prédites se trouvaient dans le domaine de validité du modèle, ce qui veut dire qu'on peut considérer que les prédictions sont assez fiables ou représentatives des scores réels des modèles dans ces zones, et qu'il faudrait être plus vigilant pour les 20% restants, mais on a globalement une carte qui est assez fiable. Donc maintenant, pour discuter un peu ces résultats, déjà, on a pu montrer qu'il y avait des relations significatives entre les facteurs de l'IBP et des métriques ici de données de télédétection. On a pu aussi entraîner des modèles qui sont certes améliorables, mais qui ont des performances assez acceptables et qui sont surtout capables de prédire l'IBP sous forme de gradient. Et on a aussi produit une cartographie qui peut déjà constituer un outil pour les gestionnaires, en tout cas, outil pour identifier des zones de prospection. On a pu voir que les données LIDAR HD étaient assez adaptées à l'étude avec les autres données de télédétection, ce qui est assez avantageux puisque c'est des données qui sont faciles d'accès sur tout le territoire. Ça va permettre une certaine reproductibilité des traitements. Mais on peut aussi citer plusieurs limites à ce travail. Déjà, la première, c'est le lag entre les acquisitions LIDAR et les relevés IBP. Donc, il fallait trouver un compromis pour disposer d'assez d'échantillons d'entraînement, mais sans avoir des données de terrain
pas représentatif de ce qui est visible sur le nuage de points. Donc, on a fixé, enfin, à ce moment-là, on avait fixé un lag maximal de 7 ans, mais c'est possible qu'il y ait eu des opérations de gestion sur le terrain depuis. Et donc, on a peut-être entraîné les modèles avec des outliers. Et donc, on a aussi un déséquilibre du jeu de données d'apprentissage qu'on a géré en attribuant des poids lors de l'entraînement, mais qui peut quand même empêcher le modèle de généraliser correctement. Aussi, pendant mon stage, je n'avais pas pris en compte l'autocorrélation spatiale, mais là, pendant mon contrat, donc, je suis en train d'intégrer cette mesure-là. Et aussi en tant que perspective d'amélioration, donc déjà, ce serait l'ajout de nouvelles données, notamment des données allemandes, pour étendre le domaine de validité du modèle. Aussi, on va pouvoir, c'est prévu d'avoir des validations terrain des prédictions réalisées en Ariège. Et enfin, aussi une des perspectives, c'est l'apport potentiel du deep learning réalisé sur les nuages de points directement. Mais ça, ce serait plutôt donc, dans le cadre d'une thèse future. Merci de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions.